à tous, bienvenue sur ce live du Figaro étudiant dédié aux révisions du baccalauréat. Comme vous le savez, la meilleure façon pour s'entraîner, c'est de pratiquer. Et c'est ce que nous allons faire aujourd'hui en préparant l'épreuve des sciences de la vie et de la terre pour les terminales S. Pour cela, nous accueillons Stéphanie des bonprofs.com. Bonjour. Bonjour Pauline. Aujourd'hui, vous allez nous présenter un exercice de génétique, c'est bien cela? Exactement, oui. Et je vous rappelle juste avant de commencer la correction que nous sommes en live et que vous pouvez nous poser toutes vos questions. Nous y répondrons à la fin de l'émission. C'est à vous, Stéphanie. Très bien, merci. Donc effectivement, nous allons traiter aujourd'hui un exercice de génétique qui appartient au thème du programme de terminale enseignement scientifique, la partie scientifique, les terminales S, génétique et évolution. Et donc le sujet choisi aujourd'hui est repris d'un sujet qui est tombé en 2014, la partie 1, la partie mobilisation des connaissances, et qui porte sur les fameux brassages alléliques concernant les drosophiles. Donc le sujet la consigne était la suivante. On amorçait le sujet par ces phrases: des généticiens étudient le brassage génétique et sa contribution à la diversité génétique. Ils prennent comme modèle d'étude deux populations de drosophiles, donc les drosophiles ici, constituées d'individus mâles et femelles homozygotes. Donc là, il y a un premier mot important, je vais en reparler par la suite. Alors la consigne continuait ainsi. Vous aviez un schéma qui vous proposait la population 1 de drosophiles et la population 2. Sous la population 1, il était précisé entre crochets, il était précisé le phénotype E+, VG+. Alors, vous aviez la légende, évidemment. On vous disait que le gène couleur du corps présente deux allèles. L'allèle E+, code pour l'information corps clair. Autrement dit, la population 1 a l'information corps clair. Elle a également au niveau phénotypique tout ce que j'observe. Le phénotype, c'est l'ensemble des caractères observables à différentes échelles. Ici, l'échelle macroscopique. Et on l'écrit par convention entre crochets. Cette population 1 avait comme autre caractère l'information VG+. Alors le gène longueur des ailes présentait en l'occurrence deux allèles, VG+, ici, codant pour l'information L longue. On vous aidait dans la compréhension avec une représentation chromosomique. Vous constatiez ici que l'allèle, que le gène qui code pour le corps, la forme du corps, était porté par un couple de chromosomes homologues, ici avec le locus E+. Et on avait, donc là ici on traitait le cas de gènes indépendants. Le gène codant pour la longueur des ailes était sur une autre paire de chromosomes plus petits, ici un couple d'homologues. Pour les individus de la population 2, vous aviez ici un phénotype différent, ça se voit sur le document, un phénotype ici avec E-, autrement dit un corps sombre, et les ailes, vous remarquez ici sur le dessin, et puis c'est ici écrit entre crochets, les ailes étaient courtes. Et vous aviez la représentation chromosomique, on constate ici que l'individu, il a l'information E- sur ses deux chromosomes homologues et l'information VG- sur ses deux chromosomes homologues. Dans le sujet, il était bien précisé, et ça vous aide énormément, que les individus de la population, les mâles de la population 1 et les femelles de la population 2 sont placés ensemble, leur croisement aboutit à une génération F1. Surtout, vous constatiez que les individus de la population 1 et de la population 2 étaient homozygotes pour les deux gènes considérés. Homozygote, ça veut dire porter deux fois le même allèle pour le gène considéré. Ensuite, toujours dans la contextualisation, on vous disait que les individus, c'était assez long d'un point de vue texte, les individus issus de la première génération F1, donc je croise population 1 avec population 2, j'obtiens des individus à la population F1, sont ensuite croisés avec des individus de la population 2. Autrement dit, en croisant P1 et P2, on obtient des individus F1, et ces individus F1, on réalise un second croisement en les croisant avec la population 2. On vous disait qu'on obtenait une deuxième génération, alors F2, dans laquelle les généticiens observent, pour les caractères étudiés, une diversité de combinaisons phénotypiques qui n'était pas précisée, c'est à vous de la trouver, de la démontrer. Alors la consigne, elle était écrite en gras,
encadré, c'est toujours le cas, on vous demandait, en s'appuyant sur cet exemple et pas uniquement sur vos connaissances, c'est une mobilisation de connaissances, ce n'est pas restituer par cœur son cours. Proposer un texte illustré montrant par quel mécanisme la reproduction sexuée, alors ce terme il est essentiel, aboutit ici à la diversité phénotypique observée. Alors, on va amorcer la correction. Proposition de correction, les éléments attendus. Déjà en introduction, il me paraît essentiel de définir la notion de reproduction sexuée. Alors dans cette expression reproduction sexuée, cette année en terminale S scientifique, vous avez vu que cette reproduction sexuée, c'est finalement la combinaison de deux mécanismes cellulaires que sont la méiose et la fécondation. Alors ça, c'est un écueil surtout. N'oubliez pas la fécondation dans ce sujet sur la reproduction sexuée parce qu'elle est aussi source de brassage génétique, de brassage allélique. Alors en introduction, il me paraît important de définir la notion de méiose. Donc cette méiose, c'est quoi? C'est une succession de deux divisions qui n'affectent que les cellules reproductrices, hein, donc c'est ce que je vous ai remis là, affectant uniquement les cellules mères des gamètes. Et ces deux divisions successives permettent un brassage des allèles portés par les chromosomes. Dans le cas de gènes indépendants, et ce sujet limitait l'étude à des gènes indépendants, puisque vous avez vu que l'information corps était portée par un couple de chromosomes et l'information longueur de l'aile était portée par un autre couple de chromosomes. Dans le cas de gènes indépendants, donc portés par des paires de chromosomes différents, vous allez, c'est ce qu'on attend de vous, pouvoir illustrer dans ce sujet de synthèse l'exemple d'un brassage interchromosomique. Là, un brassage entre les chromosomes et pas à l'intérieur. Je vais revenir dessus. Et donc on va avoir une répartition aléatoire et surtout équiprobable des allèles dans les gamètes obtenus. On va l'illustrer par la suite. Et puis ne pas oublier dans ce sujet la fécondation. Alors c'est beaucoup plus simple à définir, c'est la rencontre aléatoire de deux gamètes, l'un mâle et l'autre femelle. Et cet aléa, cette rencontre aléatoire, va aussi être source d'amplification de brassage allélique. Donc ces deux mécanismes cellulaires sont à traiter dans cet exemple. Ensuite, les points de vigilance dans cet énoncé, il y en a beaucoup puisque vous avez remarqué que l'énoncé était relativement long. Déjà, on vous imposait des individus mâles et femelles homozygotes. Donc homozygote, pour les deux gènes, ça signifie qu'au sein d'un couple, si le chromosome ici a la formation E+, homozygote signifie que l'autre chromosome porte le même allèle. Il est homozygote pour ce gène-là, il en portera donc l'information E+. Et là, nécessairement, puisque c'était une double homozygotie, l'autre paire de chromosomes homologues, l'un porte l'information VG+, l'autre VG+. Donc ça, c'était pas à négliger, mais vous aviez quand même le document ressource qui vous aidait à bien schématiser. Ensuite, les points de vigilance sur lesquels j'insisterai, ce serait la notion de phénotype à bien écrire entre crochets. Vous pouvez mettre un point-virgule au niveau entre les deux, donc le point-virgule ici. Je ne vais pas y arriver, pour montrer qu'en fait, vous avez deux caractères qui sont totalement indépendants. La preuve, ils sont portés par des chromosomes différents. Et l'autre point de vigilance, c'est l'écriture génotypique. Généralement, c'est quelque chose qui pose problème. Donc la drosophile, comme nous d'ailleurs, c'est une espèce diploïde. Elle possède à chaque fois une paire de chromosomes homologues. Donc c'est important ici de noter que l'individu de la population 1, il est E+, barre E+, point virgule, VG+, barre VG+. La barre signifie un chromosome homologue. L'autre barre, son homologue. Donc là, vous avez une paire de chromosomes homologues. On est bien chez un individu diploïde. Donc là, le point virgule, c'était juste pour vous illustrer le fait qu'on était dans le cas de caractère indépendant. Enfin, dans la consigne, là, il est précisé qu'on attend du candidat la présence de schémas. Alors ça, c'est important parce qu'il va falloir que sur une feuille de brouillon, vous choisissiez les schémas. Alors ce qui paraît évident, c'est de préciser, de montrer à quel moment de la méiose vous allez avoir un brassage. Et ce moment, quand les gènes sont indépendants, c'est la métaphase 1 ou anaphase 1, la métaphase 1, la disposition aléatoire des chromosomes homologues. Il va falloir présenter ce schéma-là, ça vous en fait un. Un autre schéma possible est un schéma de fécondation pour montrer le brassage aussi. Et puis, à
un schéma qu'on pourrait proposer, je vous propose sur ce corrigé, on peut considérer que c'est un schéma, c'est réaliser sur votre copie un échiquier de croisement des gamètes. Je vais vous montrer ce que c'est. Enfin, dernière chose à surligner dans ce sujet, il vous précisait les relations de dominance et de récessivité des allèles. On vous disait que E+ était dominant sur E et que l'allèle VG+ était dominant sur l'allèle VG. Ça, c'est très important parce que ça va vous permettre d'écrire le génotype et surtout d'en déduire un phénotype. Or, le sujet, la consigne, c'était montrer la diversité des phénotypes obtenus par ces croisements. Alors, voilà une proposition de correction avec un plan et des schémas associés. Dans une première partie, je vous propose d'illustrer le premier croisement qui était indiqué dans la consigne, le premier croisement entre les mâles de la population 1 et les femelles de la population 2. Et en fait, à l'issue de ce croisement, vous allez montrer qu'il n'y a pas de diversité. En effet, les mâles de la population 1 sont... ils sont totalement homozygotes pour les deux gènes considérés. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que le mâle P1 possède E+, VG+, VG+. Ça, c'est la cellule mère des gamètes avant qu'elle entre en méiose. Là, ici, vous avez l'écriture de son génotype. E+, bar, E+, point virgule, VG+, bar, VG+. À l'issue de la méiose, donc là, il y a 8 étapes normalement lors de la méiose. Je n'ai pas représenté les 8 étapes. La méiose, c'est finalement 2 divisions. Une première qui consiste à disjoindre les chromosomes homologues. Fin de la première division de méiose, ça y est, j'ai 2 cellules qui ne sont plus diploïdes mais haploïdes. L'une a récupéré un grand chromosome avec l'information E+, et un petit chromosome avec l'information VG+. L'autre, elle a récupéré la même chose, puisque là, il n'y a pas de diversité initiale. J'ai encore un grand chromosome E+, et le petit chromosome avec l'information VG+. Fin de la deuxième division de méiose, j'aboutis chez cet individu mâle, ce serait une femelle, ce serait exactement la même chose, à 4 gamètes haploïdes, avec des chromosomes monochromatidiens à une seule chromatide. Et là, vous constatez quoi? Que tous les gamètes présentent exactement la même information allélique, la même information génétique. Ils ont l'information E+ bar, point virgule, VG+ bar. Je vous les ai écrits ici. Voilà. Donc ça, c'est l'écriture génotypique des gamètes. Oups, elle est là. E+ bar, point virgule, VG+ bar. Donc là, c'est le cas d'une méiose chez le mâle. Vous auriez pu, mais je pense que ça fait perdre beaucoup de temps, faire exactement les mêmes schémas, mais chez la femelle de la population P2. Et là, vous obteniez, à la fin, ici, chez une femelle de la population P2, on obtient 100% des gamètes E- bar, VG- bar. À l'issue de ce premier croisement, vous allez démontrer quelque chose. C'est que si je croise des individus totalement homozygotes pour les gènes considérés, autrement dit des mâles avec 100% de leurs gamètes E+ bar, VG+ bar et des femelles 100% des gamètes E- bar, VG- bar. Le 1 ici signifie 1 sur 1, autrement dit 100%. Et bien à la fin, mes descendants, ça c'est mes descendants F1, ces descendants F1 seront tous double hétérozygotes pour les gènes considérés. Ils auront récupéré le E+ du père, le E- de la mère, de la femelle, donc ils seront E+ bar, E-, autrement dit hétérozygotes pour ce gène, et ils auront récupéré le VG+ du père et le VG- de la mère, autrement dit VG+ bar, VG-, double hétérozygote. Cette génération F1 est totalement homogène génotypiquement, tous les descendants, qu'il y en ait 1 ou 100 ou 1000, ils ont tous le même génotype, E+ bar, E-, VG+ bar, VG-. Et comme dans l'introduction, on vous expliquait que l'allèle E+ est dominant sur l'allèle E-, vous pouvez même dire que d'un point de vue phénotypique, ils sont tous un corps clair, puisque le E+ l'emporte sur E-, et des ailes longues, puisque VG+ l'emporte sur VG-. Donc votre première conclusion, à l'issue de ce grand 1, c'est que ce premier croisement, il ne montre pas de brassage puisqu'aucun phénotype nouveau n'apparaît. Je prends des mâles P1, corps clair, ailes longues, je les croise avec des femelles P2, corps sombre, ailes courtes, et bien à la fin, 100% des descendants ressemblent au père, c'est-à-dire avec des ailes longues et un corps clair. D'où l'intérêt de la deuxième partie, c'est vraiment là qu'il faut que vous développiez un maximum de notions. Le second croisement entre les individus F1 et des doubles récessifs, c'est-à-dire les individus P2, révèle une diversité.
Alors, comment la montrer? Vos individus F1, on est parti sur le fait qu'ils étaient tous double hétérozygotes, E plus bar bar E moins, VG plus bar bar VG moins. Donc là, vous allez montrer, puisque les gènes ici sont portés par des chromosomes différents, vous allez pouvoir illustrer le fameux brassage interchromosomique dont en voici une illustration. Donc l'idée, c'est de partir ici, avec votre cellule mère des gamètes de l'individu F1, vous remarquerez que cet individu est totalement hétérozygote pour les deux gènes considérés. Il a l'information E+, l'information E-, l'information VG+, l'information VG-. Et lors de la méiose, c'est ça qui est intéressant d'un point de vue évolutif, il y a un brassage de l'information qui se fait. Comment? Alors, soit au moment de la métaphase 1, le hasard fait que le chromosome qui porte l'information E+, se retrouve du même côté de la plaque équatoriale que l'information VG+. Et dans ce cas-là, de l'autre côté, vous allez avoir E- avec VG-. Après la fin de première division de méiose, vous allez avoir, vous remarquez, deux gamètes, l'un des gamètes n'aura que l'information bleue, l'autre que l'information rouge. Et à la fin, vous obtenez 4 gamètes, logique, je pars d'une cellule avec 2 divisions, j'obtiens 4 gamètes, de manière équiprobable ici, avec soit l'information E plus VG plus, soit l'information E moins VG moins. Mais ce serait omettre cette possibilité-là. On peut tout à fait envisager que le grand chromosome qui porte l'information E+, se retrouve aléatoirement avec le petit chromosome qui porte l'information VG-. Et donc, le grand chromosome E- se retrouve avec le petit chromosome qui porte l'information VG+. Dans ce cas, c'est ce qu'on appelle ici le brassage interchromosomique entre les chromosomes. Le grand chromosome bleu se retrouve avec le petit chromosome rouge. Et donc, à la fin de votre deuxième division de méiose, vous avez toujours 4 gamètes. Mais ce qui est intéressant ici, c'est que vous allez avoir des gamètes dits recombinés. C'est-à-dire que le grand chromosome bleu se retrouve avec un petit chromosome rouge. Et donc ça, d'un point de vue évolutif, c'est très intéressant pour la simple raison qu'à la fin de votre méiose, soit vous avez cette configuration-là, soit celle-ci, c'est totalement équiprobable. Et donc, parmi vos gamètes obtenues, 25% des gamètes seront de type E plus VG+, ça ressemble à P1. 25% des gamètes seront de type E- VG-, ça ressemble à P2, mais il y aura des gamètes originaux, avec un mélange des deux, E plus VG-, et E- VG+. Donc on appellera gamètes recombinés. N'oubliez surtout pas que l'autre partie de la reproduction sexuelle, l'autre mécanisme cellulaire, c'est la fécondation. Et la fécondation qui réunit de manière aléatoire deux gamètes va amplifier le brassage. Alors pour ce faire, il fallait peut-être, c'est une bonne idée, c'est pas une obligation, vous auriez pu proposer l'échiquier de croisement des gamètes. Alors quel est cet échiquier de croisement? L'idée, c'est de reprendre les gamètes de l'individu F1, vous venez de démontrer que vous produisiez 4 types de gamètes de manière équiprobable. 25%, autrement dit un quart, sont E plus VG+, 25% sont E moins VG-, 25% sont E plus VG-, et 25% sont E moins VG+. On vous imposait de croiser cet individu avec un double récessif qui lui ne produit que des gamètes E moins VG-, et là, le produit des deux vous donne des individus E plus E moins VG plus VG moins avec un ratio de 25%, un quart, E moins E moins VG moins VG moins, un quart, E plus E moins VG moins VG moins, un quart, et E moins VG plus VG moins. Comme vous connaissez les relations de dominance et de récessivité, ce tableau-là, cet échiquier de croisement, vous pouvez l'exploiter ici en disant qu'au final, ce deuxième croisement aboutit à 4 phénotypes différents, équiprobable, 25% des individus de la génération qu'ils ont noté F2 dans les consignes auront un corps clair et des ailes longues. C'est ce qu'on appelle un type parental, c'est exactement le même phénotype que F1 ou que P1. 25% des individus auront des corps sombres et des ailes courtes, ça aussi c'est un type parental, c'est le même phénotype que P2. Et puis il y a 2 phénotypes originaux. 25% des individus auront un corps clair mais des ailes courtes. C'est ce qu'on appelle un type recombiné. On a réalisé une recombinaison des allèles grâce à la méiose et à la fécondation. Et enfin, 25% des individus de la génération F2 auront aussi un phénotype original avec un corps sombre et des ailes longues. Éventuellement, vous auriez pu proposer un schéma de fécondation. Donc là,
j'ai pris arbitrairement une fécondation avec un spermatozoïde de la population 2, donc là typiquement c'était imposé E- VG-. Avec, aléatoirement, j'ai pris le gamète de F1 E plus VG+. Là, vous obtenez un zygote diploïde, E plus, E-, VG+, VG-, et de phénotype corps clair, L longue, parental. Mais, je peux aussi illustrer un type recondbiné. J'ai toujours mon spermatozoïde de la population de E-, VG-, avec un gamète de la population F1, là original grâce à la métaphase 1, E plus VG-. Et donc là, répartition aléatoire évidemment, j'obtiens un zygote, toujours diploïde, de la génération F2, et lui il est original dans la mesure où il combine plusieurs informations, et donc un phénotype nouveau, corps clair, L courte. Donc pour conclure, sur cette illustration de la diversité permise par la reproduction sexuée, il fallait envisager et la méiose avec son brassage interchromosomique et la fécondation avec éventuellement des schémas de fécondation et l'échiquier de croisement. Vous pouviez éventuellement ouvrir sur une possibilité de brassage intrachromosomique dans le cas de gènes liés en inventant un troisième gène porté par soit le grand chromosome, soit le petit chromosome. Voilà. Merci beaucoup Stéphanie Dallène pour ces explications. On va enchaîner avec les questions des internautes, et notamment avec la question de John, qui demande s'il faut, on a parlé du brassage interchromosomique, et lui demande s'il faut traiter le brassage intrachromosomique. Alors, John, le brassage intrachromosomique, est-ce qu'il était attendu? Sur cet énoncé, sur ce sujet-là, on vous imposait des écritures, et les écritures ici, c'était nécessairement des gènes indépendants. Autrement dit, E plus était porté par une paire de chromosomes, celle-ci, les grands chromosomes, et VG plus par une autre paire. Donc là, il n'y a aucun brassage intrachromosomique possible à illustrer dans le cas imposé. Il aurait fallu, dans ce cas, que VG plus soit ici sur le même chromosome. Et là, oui, c'était le brassage intrachromosomique que vous auriez pu illustrer, mais ce n'était pas du tout attendu. Ça donnerait d'ailleurs un sujet très très long si les deux brassages étaient exigés. Merci. On a également une question de Morane qui se demande si, concernant le second croisement, s'agit-il d'un test cross? Alors le second croisement est effectivement un test cross. Le premier croisement qui consistait à prendre deux individus, P1 et P2, n'est pas un test cross, vous avez juste à la fin des individus F1 double hétérozygote, tous homogènes d'un point de vue génotypique et phénotypique. Ça permet éventuellement parfois de connaître les relations de dominance et récessivité, mais là elles vous étaient données, donc le premier croisement n'est pas un test cross. Le second est un test cross dans la mesure où on prend un individu F1 et qu'on le croise avec un individu double récessif. Et ça se voit notamment à la lecture de l'échiquier de croisement. Maintenant, je n'ai pas utilisé le terme test cross dans ce sujet parce qu'il faut comprendre qu'un test cross c'est fait par des généticiens quand ils ne savent pas si les gènes, les deux caractères qu'ils étudient sont portés par des gènes, par des chromosomes différents ou pas. Là tout était donné dans l'énoncé, donc c'est pas je ne teste rien, je sais que les gènes sont indépendants. Mais oui, ça s'appelle un test cross dans vos cours, c'est comme ça que c'est nommé. Oui. D'accord. Et enfin, Mohamed demande pourquoi ne pas avoir imposé des femelles F1 dans le second croisement. Alors c'est possible qu'en cours on vous ait demandé lors du test cross de ne prendre que des femelles F1 parce que normalement quand on fait ce type de croisement on ignore totalement si les deux caractères qu'on étudie sont portés par des chromosomes, les mêmes chromosomes ou des chromosomes indépendants. Et chez les drosophiles, chez l'espèce drosophile, les mâles en fait n'ont pas les protéines qui leur permettent de faire les crossing over en prophase 1. Donc si jamais les gènes sont liés, il n'y a pas de crossing over, ça ne se voit pas. Donc par convention, en génétique, on prend toujours des femelles drosophiles pour faire le test cross, le fameux second croisement ici. Là, de toute façon, les gènes étaient indépendants, donc vous pouvez prendre mâle ou femelle, ça ne changeait rien. D'accord, merci beaucoup. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle correction d'une épreuve du baccalauréat.